Grand 3, le potentiel chimique. Petit 1, définition. Considérons un constituant physico-chimique qu'on note AI dans un système, qui est présent avec une quantité de matière Ni, et on va noter G, l'enthalpie libre de ce système. On a vu précédemment que G, si on avait une évolution isobare isotherme, était le potentiel thermodynamique du système. On va définir maintenant μI, qui est l'enthalpie libre molaire partielle du composé, c'est-à-dire le G molaire de ce composé. Et on appelle ça le potentiel chimique de AI. Donc μI, c'est l'enthalpie libre G molaire pour le composé I, autrement dit par définition d'une grandeur molaire, c'est d rond G sur d rond Ni, tous les autres paramètres étant constants, donc à T, P, et tous les autres NJ différents de I constants. En termes de sens physique, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le premier sens physique simple, c'est que c'est une grandeur molaire, donc c'est tout simplement la quantité G attribuée à une mole du composé AI. Ça va s'exprimer en joules par mol. Et donc si par exemple, on vous dit que le potentiel chimique d'un constituant, c'est 100 kJ par mol, voilà, ça veut dire qu'une mole de ce constituant correspond dans le système à 100 kJ d'enthalpie libre G. Dans quel sens physique ça a? Ça a d'avoir voilà, une enthalpie libre G molaire. Mais on a vu que pour un système qui est en évolution isobare isotherme, G c'est le potentiel thermodynamique. Autrement dit, un constituant qui aura un μI grand, donc un G molaire grand, ça signifie qu'une mole de constituant AI augmente beaucoup le potentiel thermodynamique G de la solution. Elle contient beaucoup de potentiel thermodynamique G. Donc le fait qu'une mole de AI soit présente, ça veut dire que l'énergie du potentiel thermodynamique G est haute, autrement dit que le système est instable. Donc un constituant AI qui a un potentiel grand, ça veut dire que ce constituant est très réactif. Pourquoi? Parce que lorsque le système va consommer ce constituant, eh bien, le système va consommer beaucoup de potentiel thermodynamique. Le système va donc faire descendre son potentiel thermodynamique G et va donc se stabiliser. Et c'est pour ça que l'enthalpie libre molaire, on l'appelle potentiel chimique du constituant. D'un point de vue simple, ce que vous pouvez retenir, c'est que si un constituant a un potentiel chimique élevé, alors il est instable, il est réactif. Et ça va être stabilisant pour le système d'essayer de consommer ce constituant dans une réaction chimique pour en produire d'autres qui auront des potentiels chimiques plus bas. Du coup, ce qui fera globalement descendre le potentiel thermodynamique G du système. Comme G est une grandeur extensive et que le potentiel chimique μI c'est le G molaire, on peut écrire l'identité d'Euler pour G dans un système. G égale la somme sur I des Ni μI. Cette expression, c'est vraiment au niveau du sens physique quelque chose de très simple, c'est de dire que l'enthalpie libre totale G d'un système, c'est la somme des contributions de chacune des espèces présentes dans le système. Puisque chaque espèce a une enthalpie libre G molaire qui est le potentiel chimique, si je multiplie par le nombre de moles présentes de chacune de ces espèces, eh bien, j'ai toutes les contributions et j'ai le G total. Dans la suite du chapitre, maintenant, on va voir comment exprimer μI pour chaque constituant d'un système, puisqu'on va voir que μI, en fait, n'est pas une constante, mais va être une fonction de différents paramètres et va varier tout au long de la transformation. Et c'est justement parce que les μI vont varier tout au long d'une transformation qu'on va pouvoir trouver le minimum d'énergie potentielle G du système et trouver l'état d'équilibre final. Grand 3.2, expression de dG pour un système de composition variable. Considérons un système qui a la température T, à la pression P et qui contient des constituants AI en réaction chimique. Alors l'enthalpie libre G de ce système est une fonction d'état de T, P et de toutes les valeurs Ni. Ces variables, on appelle ça les variables de Gibbs. À partir de là, on peut exprimer une petite variation dG avec les dérivées partielles par rapport à ces variables. Donc dG égale d rond G sur d rond P à T Ni constant dP, plus d rond G sur d rond T à P Ni constant dt,
plus la somme sur i des d rongés sur d rond ni, à tp et nj différents de i constant, dni. Ça, c'est une expression assez classique de la variation d'une fonction d'état en fonction de différents paramètres sur une variation élémentaire. À noter que dans cette expression, on fait apparaître d rongés sur d rond ni, qui est par définition mu i qu'on vient d'introduire justement dans ce chapitre, le potentiel chimique. Toutefois, comme on l'a vu précédemment, on peut aussi exprimer selon d'autres variables l'évolution de G, puisque toutes les grandeurs ni sont reliées entre elles par l'avancement de la réaction, puisque les réactifs sont des composés qui sont en réaction chimique. On peut écrire pour chaque réactif que ni est en fait égal à ni à t égale 0, plus nu i xi, avec xi l'avancement de la réaction, et nu i le coefficient stoichiométrique du réactif. Autrement dit, finalement, plutôt que d'utiliser les variables tp et ni, on peut utiliser tp et xi, l'avancement de la réaction, puisque si on connaît xi, et qu'on connaît l'état initial de la réaction, on connaît tous les ni. Ça, c'est ce qu'on appelle les variables de deux d'air, tp et xi. Et donc, on peut dire que dg, c'est d rongé sur d rond p dp, plus d rongé sur d rond t dt, plus d rongé sur d rond xi dxi. Par définition, d'ailleurs, d rongé sur d rond xi à t et p, on va le noter delta rg. Delta rg, on ne va pas beaucoup l'utiliser dans ce chapitre, mais on l'utilisera pas mal dans le chapitre suivant. Il est défini de la même manière qu'on avait défini delta rh, qui était des ronds h sur des ronds xi à t et p constants. Ben là, on définit delta rg pareil. On va pouvoir comparer ces deux expressions de dg à l'identité thermodynamique de dg qu'on a écrite au début du chapitre. En effet, au tout début du chapitre, on a écrit que dg, c'était égal à vdp moins sdt plus delta w' moins t delta sc pour une transformation quelconque, en utilisant le premier et le deuxième principe de la thermodynamique. Par identification, on va donc pouvoir exprimer certaines des dérivées partielles qu'on avait écrites précédemment. En effet, on voit que le terme qui est devant dp ici, c'est v. Donc finalement, ce d rongé sur d rond p, on peut dire que c'est v. Le terme qui est devant dt, c'est moins s. Donc le d rongé sur d rond t, on peut dire que c'est moins s. Pour le troisième terme, somme des d rongés sur d rond ni dni, on peut le laisser tel quel, somme sur i des mu i dni, simplement en remplaçant le d rongé sur d rond ni par sa notation mu i. Une petite transformation qu'on peut faire également, c'est que dni, par définition de l'avancement, ce sera égal à nu i dxi. Ça vient de la formule ni égale ni0 plus nu xi. Si je fais une petite différentielle, dni, ce sera dni0 qui vaut 0 parce que ni0 est une constante, plus nu i dxi, puisque nu i est une constante. Et donc si dni c'est nu i dxi, je peux le remplacer, et j'obtiens comme expression pour dg, vdp moins sdt plus somme sur i des nu i mu i dxi. Cette expression de dg, elle va être très 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 utile, et donc vraiment il faudra savoir la retrouver et l'utiliser. On remarque également que par identification, on a deux autres égalités qu'on peut écrire. Première égalité, c'est que delta rg, qu'on avait par définition dit et qui était égal à d rongé sur d rond xi, finalement, puisque devant le dxi, là j'ai une somme des nu i mu i, et bien delta rg, ce sera égal à la somme des nu i mu i. Et deuxième identification importante, cette somme des nu i mu i dxi qui est là, par identification avec l'identité thermodynamique, on pourra dire que c'est égal à delta w' moins t delta sc. Alors on verra que ces deux identifications seront très utiles plus tard dans le chapitre. Pour l'instant, on va surtout utiliser la première partie de cette égalité, mais on les pose dès maintenant parce qu'elles nous seront utiles. Grand 4, variation du potentiel chimique avec la pression et la température. Petit 1, variation avec la pression. Comme on vient de le voir, l'expression de dg pour un système physico-chimique, c'est vdp moins sdt plus somme sur i des nu i dni. Pour voir l'influence de la pression sur le potentiel chimique mu i, on peut exprimer la dérivée partielle de mu i par rapport à p. Autrement dit, d rond mu i sur d rond p, quand t et ni sont constants. Or, comme par définition mu i c'est d rongé sur d rond ni, on peut dire que d rond mu i sur d rond p, c'est en fait d rond sur d rond p de d rongé sur d rond ni, puisque ça c'est l'expression de mu i. Et comme, selon le théorème de Schwartz, la dérivée est commutative,
je peux inverser ce d rond P et ce d rond NI en quelque sorte. C'est-à-dire je peux dire que cette expression, c'est en fait égal à d rond sur d rond NI de d rond G sur d rond P. Pourquoi je fais ça? C'est parce que d rond G sur d rond P, on peut facilement l'exprimer. En effet, d rond G sur d rond P, c'est dans l'expression de dg qu'on a faite ici, ce qui est devant dp. Autrement dit, c'est V. Donc d rond sur d rond NI de d rond G sur d rond P, c'est en fait d rond V sur d rond NI. Et d rond V sur d rond NI, c'est tout simplement la dérivée partielle du volume par rapport à la quantité de matière, donc c'est le volume molaire, VMI, qui est une donnée assez simple finalement. On a donc vu que d rond mu I sur d rond P était égal à VMI, le volume molaire du constituant I. Alors quel est le sens physique de cette égalité? D rond mu I sur D rond P, c'est la variation de potentiel chimique lorsque le système varie de 1 Pascal. C'est-à-dire que je fais une petite augmentation de pression de 1 Pascal, et bien mu I va légèrement varier, et il va varier justement de VMI. Ça veut dire que plus un constituant a un volume molaire VMI grand, plus la pression va avoir d'influence sur mu I, puisque quand j'augmente la pression de 1 Pascal, j'augmenterai davantage la valeur de mu I. Et justement, le volume molaire, il peut être grand ou petit en fonction de l'état du constituant. Prenons l'exemple du constituant CO2. Lorsqu'il est gazeux, il a un volume molaire de 22,26 décimètres cubes par mol. Alors que lorsqu'il est liquide ou solide, on voit qu'il a un volume molaire beaucoup plus petit, 40-10-3 décimètres cubes par mol, 28-10-3 décimètres cubes par mol. Autrement dit, environ 1000 fois plus petit que lorsqu'il est gazeux. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir. Pour un gaz, l'influence de la pression sur mu I va être grande, environ 1000 fois plus grande, que pour un liquide ou un solide. Donc pour un gaz, la pression va beaucoup influencer la réactivité, alors que pour un liquide ou un solide, donc pour une phase condensée, eh bien la pression va avoir une influence très faible sur mu I et va peu influencer la réactivité. Bon, ça c'est finalement assez intuitif parce qu'on voit bien qu'un gaz, quand on le comprime, on rapproche les molécules les unes des autres, donc elles vont avoir tendance à davantage réagir, alors qu'une phase condensée, comme c'est incompressible, même si j'augmente la pression, ça ne change pas trop la position des molécules les unes par rapport aux autres, et donc ça ne change pas la réactivité. Grand 4.2, variation avec la température. À partir de l'expression de dg qu'on avait écrite précédemment, on peut faire le même raisonnement qu'on a fait avec la pression, mais avec la température. Pour voir l'influence de la température sur mu I, on va calculer la dérivée partielle d rond mu I sur d rond T. Or, comme mu I par définition c'est d rond G sur d rond NI, on arrive à cette expression-là. En utilisant la commutativité, on arrive à d rond sur d rond NI de d rond G sur d rond T. Or, d rond G sur d rond T, dans l'expression de dg, c'est moins S. Donc finalement, d rond mu I sur d rond T, c'est d rond de moins S sur d rond NI. Et c'est donc moins SMI avec SMI, l'entropie molaire partielle du composé I. Pour un constituant AI, donc, plus SMI est grand, plus la température T va avoir d'influence sur mu I. Si on prend le constituant H2O pour exemple, on voit que son entropie molaire, lorsqu'il est gazeux, lorsqu'il est liquide et lorsqu'il est solide, sont légèrement différentes, mais on n'a pas un facteur 1000 comme on avait dans le cas précédent avec le volume molaire pour la différence entre gaz, liquide et solide. Autrement dit, l'influence de la température sur mu I est toujours non négligeable. La température va toujours influencer la réactivité, mais quand même de façon générale, l'entropie molaire des gaz est plus grande que celle des liquides, qui est plus grande que celle des solides, ce qui est cohérent avec le fait que les gaz sont plus désordonnés que les liquides, qui sont plus désordonnés que les solides. Pour faire le bilan, on a vu deux dérivées partielles, d rond mu I sur d rond P et d rond mu I sur d rond T. Comment se souvenir de ces deux dérivées partielles qui ont quand même des formules assez particulières? Eh bien, il y a un bon moyen mémotechnique, c'est de se souvenir de ceci. On vous demande de connaître l'expression de dg, VDP moins SDT plus somme sur I d mu I dNi. Si on considère une variation de température et de pression sans variation de nombre de moles Ni, alors dg c'est plus que VDP moins SDT. Et ensuite, pour savoir comment exprimer d mu I, puisque mu I finalement c'est Gmi, on n'a qu'à remplacer V par Vmi et S par Smi. On aura d mu I qui sera égal à Vmi dp moins Smi dt. Et voilà comment on peut facilement, en connaissant l'expression de dg, connaître l'expression de d mu I lorsqu'on fait varier t ou p. C'est la même, simplement en rajoutant des petits indices molaires. Et comme ça, on peut se souvenir de la dérivée de mu I par rapport à P, qui est là, et la dérivée de mu I par rapport à T, qui est là, moins SMI.